Bienvenue, ici l'image de l'Afrique où l'on vous mène aux quatre coins du continent. On est aujourd'hui à Douala, qui est la capitale économique du Cameroun, et on va vous parler de la promotion de nos produits locaux, des produits qui sont fabriqués sur place avec nos ressources naturelles pour le marché africain et pour le monde. L'Afrique centrale. La sous-région, riche en ressources naturelles, se résigne à rester une priorité de la stratégie de développement des Nations Unies, prenant toujours du recul sur les autres régions africaines. Les pays d'Afrique centrale ont de très mauvais classements des indices de gouvernance de l'Economist Intelligence Unit, Transparency International et de la fondation Mo Ibrahim. L'or noir comprend 70% des exportations de cette région et un tiers des revenus fiscaux. La BEAC a récemment annoncé des mesures urgentes pour stabiliser les économies de la sous-région suite à une récession perpétuelle. Chacun de ces pays étant fortement affecté par une contrainte de ressources budgétaires de développement. L'industrialisation axée sur les produits de base, la diversification et la transformation structurelle des économies de ces pays sont nécessaires. L'agro-industrie offre en particulier à l'Afrique centrale des opportunités d'une croissance plus rapide et inclusive, mais aussi pour la création massive d'emplois. Voilà comment sortir du cercle vicieux et aller vers un cercle vertueux. Central Africa has been impacted significantly by the reduction of oil prices. This has created macroeconomic instability, with a deficit in the budget, with the export volumes going down. Countries are now confronted with the need to introduce fiscal discipline. At the same time, they need to diversify their economies. It is about making the right choices. L'édition 2017 de la CIE est par conséquent une occasion pour se pencher sur les mesures à mettre en place pour briser le cercle vicieux d'une croissance non inclusive. C'est grâce à la constitution d'un tissu industriel diversifié et compétitif qui permet non seulement une meilleure intégration des pays d'Afrique centrale dans les chaînes de valeurs internationales, mais aussi à la création importante d'emplois. Central Africa has the political commitment to transform the region. It's an existential issue. They cannot continue with a model that is dependent on the exploitation of raw materials, because this exposes the region cyclically, but always to the vagaries of commodity price fluctuations. What is missing is not the political commitment. It's the ability to translate these visions and policy agendas into change on the ground. Donc aujourd'hui, nous parlons de la promotion des produits locaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont les défis et les opportunités à saisir sur le continent africain? Et pour cela, nous sommes avec trois panélistes, trois experts dans le domaine. Nous sommes avec monsieur Jean-Baptiste Wago, qui est directeur général adjoint de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous sommes aussi avec monsieur Gitu Imundung, qui est économiste à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en Afrique centrale. Et nous sommes avec monsieur Nikez Moulombi, qui est un expert en économie verte. Bienvenue à vous tous. Donc monsieur Gitu Imundung, la CEA ne cesse de dire qu'il faut industrialiser et que c'est vital pour notre continent. Les politiques sont élaborées. Et pourtant, les changements peinent à se faire sentir au niveau de la population. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela puisse être traduit dans la pratique? Oui, la CEA a longtemps réfléchi déjà depuis plusieurs années. Depuis à peu près 7 ans, chaque année, on publie des rapports qui tournent autour de la question de l'industrialisation, la nécessité d'impulser la transformation structurelle. Parce qu'on se rend compte que les pays africains ont un potentiel considérable qui n'est pas exploité. Et un certain nombre de mesures, de politiques ont été préconisées. La principale tourne autour de la question essentielle de la politique industrielle, qui importe de réformer
faire en sorte qu'elle soit impulsée à un plus haut niveau possible. On parle même des chefs d'État, des chefs d'État qui ont pris en main la politique industrielle, qui l'ont pilotée, que les institutions idoines soient créées, que les experts qui sont dédiés à travailler dans ces institutions soient indépendants, qu'ils puissent travailler en toute liberté, et surtout qu'il y ait un dialogue constant avec le secteur privé. Le secteur public, le secteur privé doivent travailler de concert pour pouvoir mettre en œuvre cette politique industrielle. C'est autant de questions qui ont été abordées en tirant parti, plutôt en prenant l'exemple des pays qui ont réussi en la matière, en Asie du Sud-Est notamment. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Il n'y a pas de miracle. Secteur public, secteur privé en connivence, association de tous les départements concernés, pas seulement le ministère de l'Industrie, le ministère du Plan, le ministère des Infrastructures, tous les ministères sectoriels concernés, tous unis pour la politique industrielle. Alors, vous parlez des institutions qui sont, entre guillemets, entre la volonté politique et le citoyen lambda. Et je sais que l'une de ces institutions, c'est justement celle qui est en charge de la propriété intellectuelle. Quel est votre ressenti par rapport à cela? Oui, merci beaucoup. Je crois que ce qui est important, c'est qu'au niveau de la Commission économique pour l'Afrique, ils ont mené une réflexion. Ils ont mené une réflexion et à mon avis, il y a un volet qui manque, c'est le volet valorisation des résultats de la recherche, qui renvoie à la question des technologies. Parce qu'on ne peut pas industrialiser sans la technologie. Pourquoi? Aujourd'hui, la question, c'est de savoir quel type de technologie nous souhaitons pour quel type de matière première. Il faut essayer de réfléchir par rapport à cette question parce que pour impulser l'industrialisation, il faudrait qu'on ait des incubateurs qui permettent effectivement à ce que ces idées se traduisent par des brevets, c'est-à-dire protégés, et arriver maintenant à une technologie qu'on peut utiliser. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain parce que moi j'ai été au Japon, j'ai regardé par exemple le service, c'est-à-dire l'Office de la propriété intellectuelle du Japon, le nombre d'examinateurs qui travaillent sur la question des brevets. Je donne un exemple, ils ont même une sorte de lit où ils travaillent se reposent. C'est-à-dire on leur donne l'occasion de réfléchir sérieusement sur une question parce qu'on a l'exemple qui est là dans l'histoire. Le Japon qui n'a pas de ressources en termes de matières premières, qui a une économie dynamique basée sur la matière grise. Donc en clair, ce sont les capacités qu'il faut réveiller. Oui, on a produit les normes, il a dit, il y a des normes, il y a des institutions, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Quoi exactement? C'est ce que j'ai dit, c'est la valorisation des résultats de la recherche qui sont dans nos laboratoires. Je prends l'exemple de l'IRA au Cameroun, par exemple, qui développe des variétés de café, des variétés de sirop, des oranges, tout ça, qui contribuent effectivement à augmenter la productivité au niveau de l'agriculture. Il y a un autre volet qu'il ne faut pas ignorer, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines, parce que qui dit industrialisation, ce ne sont plus la même problématique. Il faudrait qu'on ait des ressources humaines qui sont qualifiées et formées, notamment en termes de management des projets, en termes de management des entreprises, en termes de connaissances en matière technologique, qui sont aussi des éléments à prendre en compte. C'est-à-dire, ce sont des éléments, des volets qui doivent venir compléter, à mon avis, la réflexion que mène la Commission économique pour l'Afrique. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est que ces technologies s'appuieraient sur des ressources et une biodiversité qui est très riche en Afrique. Bien sûr. Je pense qu'à ce niveau-là, vous n'allez pas nous contredire. Les ressources que l'on a sur le continent, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir en tirer parti et surtout en les protégeant et en respectant la biodiversité? Déjà, merci. Je voudrais préciser que je suis le président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Il est important que l'Afrique, et notamment les dirigeants africains, comprennent que les 30 prochaines années, la croissance se fera dans les pays hors OCDE. Et les pays hors OCDE, ce sont les pays de l'espace CAC. Et donc, il y a la ressource qui est là. Et donc, cette ressource, il faut la transformer. Normalement, à l'horizon 2020, on aurait dû dire tout se transforme sur place. Et c'est par là qu'on peut tirer à la fois, comme venait de dire le directeur général
d'un pays pour la propriété intellectuelle tirer profit au niveau du capital humain. Et donc pour ça, il faut mettre de l'argent au niveau des budgets de la recherche scientifique. Et quand vous voyez nos États francophones, c'est la recherche scientifique et le parent pauvre. Mais on ne peut pas industrialiser un pays, un État, une région, si nous ne mettons pas de l'argent dans la recherche scientifique. Et je salue la Côte d'Ivoire, par exemple, récemment, a augmenté près de 8% dans son budget pour la recherche scientifique. Et donc là, on peut commencer. Et donc, c'est de la recherche scientifique que partira une meilleure transformation. Oui, nous avons besoin, il y a des ressources qui sont là, il y a l'économie verte qui est ici. On voit tout ce qui se fait aujourd'hui. Vous prenez des pays, je ne vais pas les citer, tels que le Maroc, qui passent d'une économie de déchets à une économie financière. Mais juste avant qu'on parle de l'exemple du Maroc, vous parlez des ressources, du capital humain, et je pense que c'est bien sûr le parent pauvre de l'Afrique. Alors souvent, quand on parle d'industrialisation, on a besoin d'un transfert technologique, d'un transfert des connaissances qui vient d'en dehors du continent. Est-ce que ça ne va pas permettre en fait ou donner lieu à ce cycle vicieux qui continue où on a toute la technologie et la connaissance qui vient en dehors du continent et il n'y a jamais réellement, on ne prend pas le temps de développer notre ressource? Je pense que sur ce point, il est important de dire déjà que l'accord de Paris a réglé la question du transfert de technologies. Et il faudrait que les États, notamment nos parlements, légifèrent là-dessus. Parce que vous avez l'accord de Paris. L'accord de Paris doit permettre aux États de renforcer leur dispositif normatif au niveau du transfert des technologies. Donc, quand une technologie elle est transformée, comment nos populations se l'approprient, et au niveau des brevets, c'est pour ça que vous avez bien fait d'inviter un pays là, est-ce que c'est des brevets qui ne permettent pas une meilleure appropriation? Et ça, c'est important. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, vous avez la Chine qui vous dit, bon, ben, j'achète X avions, mais l'assemblage se fait chez moi. Donc, c'est tout ce modèle qu'il faut avoir en présence. Donc, nous décidons aujourd'hui, ne pensez pas que demain, si nous devons transformer les ressources naturelles de notre pays, le fer ou le manganèse ou autre, que ce serait un pays qui viendrait en aide pour vous mettre un chemin de fer. Et donc, ce chemin de fer doit se faire avec les ressources naturelles de ce pays. Mais pour que cela se fasse avec les ressources naturelles de ce pays, pendant qu'on construit le chemin de fer, on doit s'assurer que nous avons envoyé 20, 30 ingénieurs dans l'usine même qui fabrique et qui va s'approprier de telle sorte que ces connaissances, de telle sorte qu'à la fin, les choses sont faites. Et surtout que vous avez de nouveaux modèles asiatiques où des crédits fournisseurs qui vous bloquent, c'est-à-dire que non seulement ils vous vendent la technologie, ils construisent le bâtiment et ils vous le livrent. Et donc pendant la construction, vous n'avez même personne, il n'y a personne pour remplacer la moindre prise ou la moindre pièce défaillante au niveau des toilettes. Revenons un peu sur les brevets. Vous parlez de l'importance des brevets et bien sûr vous représentez la propriété intellectuelle en Afrique. Combien ou quelle est la part en fait des entreprises africaines made in Africa qui sont basées ici, qui transforment en Afrique, qui viennent vers vous pour faire protéger après tout leurs idées innovantes? Aujourd'hui, les entreprises qui protègent leurs brevets sont des entreprises multinationales. La part des nationaux reste très faible. C'est pour cela que, effectivement, il a raison. Et c'est ce que j'ai dit au départ. La question de recherche scientifique, de mettre en place, de pousser, d'ajuster notre, je dirais, appareil éducatif pour l'orienter vers l'avenir. Puisque je ne suis pas contre les formations traditionnelles. Mais aujourd'hui, si on veut être parmi les meilleurs, il faut qu'on ait les meilleurs ingénieurs au monde. Il faudrait qu'on s'adapte aussi à l'économie numérique aujourd'hui. Pour vous dire exactement par rapport à la question du brevet qu'il a dit. Vous savez, aujourd'hui, je prends le cas de Arthur Zong qui a inventé CardioPath, qui est un appareil qui permet de faire un diagnostic du cœur en étant éloigné. Qu'est-ce qu'il a fait? Les technologies existent, par un jeu de licence, des parties qui existent,
il a obtenu des licences pour effectivement monter son appareil à partir des éléments qui existent. Quand vous prenez par exemple un téléphone portable, il y a au moins 5-6 000 brevets. Vous comprenez? Donc, ça existe, la technologie. Le problème, c'est qu'il faut qu'on, à mon avis, ajuster notre appareil éducatif pour permettre à des jeunes, comme Arthur Zonk et d'autres, qui essaient de réfléchir comment mettre en place des brevets pour exploiter un certain nombre de choses qui correspondent aux besoins de la population. Parce que aujourd'hui, pour aller faire le diagnostic au niveau du cœur, quelqu'un qui se retrouve, qui est par exemple à l'extrême nord, on peut le faire et renvoyer le résultat directement ici à Yaoundé. Mais particulièrement sur le système éducatif. La majorité de nos jeunes ici en Afrique qui vont dans les filières économiques, droit, etc., qui sont bien sûr des filières importantes, mais elles ne les préparent pas nécessairement au monde actuel, qui est un monde pour l'entrepreneuriat. Est-ce que nos entrepreneurs sont suffisamment formés? Je sais qu'il y a beaucoup de formations en entrepreneuriat, mais est-ce qu'ils sont suffisamment formés pour affronter, quand vous rencontrez les jeunes entrepreneurs, est-ce que vous sentez qu'ils ont ce bagage qui pourrait leur permettre en fait d'avancer? Peut-être ceux qui ont eu des formations à l'extérieur, mais ici, généralement, dans les États africains, nous sommes partagés entre les différentes filières traditionnelles. Et quand il existe un institut de gestion, de management, les personnes limitées, c'est limité peut-être 25, 30, 50 par an, mais on n'atteint pas le seuil critique pour effectivement faire avancer les choses. C'est pour cela, moi, je pense qu'il faut ajuster l'appareil éducatif. Ça, c'est la volonté politique. Il faut le faire. La formation intermédiaire aussi. Elle est très importante parce que nous, par exemple, au niveau de la propriété intellectuelle, on s'est rendu compte qu'il y a des entrepreneurs qui ont une méconnaissance de la propriété intellectuelle, mais qui n'ont pas le temps de venir étudier. On a mis en place une sorte de summer school. Chaque été, en juillet, on fait une formation d'1 mois. Ils viennent, ils prennent connaissance, effectivement, pour les encourager à aller vers la politique. Mais alors, on parle de volonté politique. Je sais que l'une de vos orientations, c'est d'impulser finalement cette volonté, d'impulser les décisions qui sont prises au niveau peut-être macro. Est-ce que c'est un manque de volonté politique ou est-ce que le problème est plus bas à la base? Écoutez, quand on passe, on a réfléchi pendant longtemps, on a fait des propositions, on a fait des recommandations, on se rend compte qu'elles ne sont pas appliquées, on revient sur les mêmes problèmes. Chaque année, on s'interroge sur ce que ça notre volonté politique. Et pourtant, il y a des pays ou des États ou des responsables d'États qui s'engagent au niveau international, qui signent, qui font montre de volonté politique, mais on se rend compte que concrètement, il y a encore des pesanteurs sur le terrain. Alors, soit c'est un manque de volonté politique, soit c'est un non-respect des décisions prises à un niveau politique, un problème d'exécution. Donc il faut savoir où le bas blesse de manière générale. En ce qui concerne la politique industrielle, on l'a répété ici pendant les quelques jours de nos réunions ici, la question essentielle, c'est celle d'arriver à comprendre pourquoi on développe des plans d'industrialisation, on développe des programmes d'industrialisation, et puis on se rend compte qu'il n'y a aucune action concrète sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que cela change finalement? Le rapport qu'on a produit dans le cadre de la réunion d'experts qui nous réunit depuis quelques jours ici préconise de s'attaquer aux conditions, au cadre de préparation des projets. Apparemment, il y a un problème de capacité à comprendre comment monter un projet. C'est pas que le bas blesse à ce niveau. Bon nombre s'engagent dans des activités sans avoir le recul nécessaire pour pouvoir disposer déjà d'un projet structuré pour qu'il soit bancable. Ça pêche à ce niveau. On reproche aux banques secondaires de ne pas financer. Exactement. Mais souvent... Ils financent des projets qui ne sont pas, pas viables. Donc la première chose à faire, c'est de renforcer les capacités des gens à la conception de projets. Pour non seulement la viabilité de leur projet dans leur exécution, mais également accéder à des financements qui puissent leur permettre de prospérer. Donc c'est autant de contraintes qu'il faut identifier, qu'il faut régler.
Nous, à notre niveau, au niveau de la CEA, on passe notre temps à faire un plaidoyer, à marteler, mais on n'a pas la capacité de convaincre ou de contraindre les États à appliquer les recommandations qu'on formule. Alors, je vous ai vu acquiescer et je reviens vers vous. Qu'est-ce qu'il manque? Oui, non, ce qu'il a dit, c'est vraiment pertinent parce que moi, je viens de l'administration. J'ai fait 10 ans d'administration et il y a un réel problème de ressources humaines. Même si c'est des administrateurs, mais souvent dans les départements sectoriels, moi je pense qu'il faut chercher des ressources humaines qui ont des capacités managériales pour effectivement diriger. C'est pas parce qu'on est sur la télé rwandaise, mais moi j'ai toujours dit, laissons de créer les zones franches, créons des pôles d'excellence, comme actuellement au Rwanda ils sont en train de faire pousser à 4 km de Kigali. Il faut un pôle d'excellence à la Silicon Valley où on réunit les meilleurs cerveaux africains qui sont là, les meilleures écoles d'ingénieurs pour réfléchir, pour nous sortir des projets. Il faut le faire. Nous sommes dans les vieilles recettes, les recettes des zones franches. Les zones franches n'ont aucun impact sur les économies. Il y a tous les rapports sur cette question. D'ailleurs, c'est des zones où on produit pour l'extérieur. Ça n'a pas d'impact. Donc en clair, on ne change pas le statu quo de nos économies. Mais non, on ne change pas même la méthode de réflexion puisque c'est les mêmes qui sont là. On ne change pas, on n'essaie pas de réfléchir, d'innover en termes de processus de production. On est dans les vieilles recettes. On revient sur l'innovation dans une seconde, mais vous vouliez intervenir sur la question particulièrement des capacités de... Alors, sur la question des capacités, moi je voudrais être global. Je pense que les capacités en lien avec les ressources naturelles, il y a deux choses. Premièrement, il faudrait que nous renforcions les capacités de nos CER, c'est-à-dire nos communautés économiques. Nous avons besoin qu'elles puissent être fortes. Vous voyez l'Union européenne aujourd'hui. Vous avez le Parlement européen, vous avez la Commission européenne et vous avez là les directives économiques. Elles sont fortes. Donc à partir de cet instant, quand vous prenez l'exemple de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, on parle au niveau de l'Afrique centrale d'un secrétariat et au niveau de l'Afrique de l'Ouest d'une commission. Donc à partir de ce moment, nous sommes dans un même écosystème africain qui n'est pas harmonisé. Et Mme Biha en parlait, en disant que voilà, l'Afrique avait été divisée, on avait des frontières qui avaient été créées. Alors, si chaque pays veut se concentrer sur son petit marché, c'est impossible. Donc il faut l'intégration régionale. Voilà, et là vous m'arrachez parce que j'ai eu l'occasion de suivre le discours de Mme Biya à Douala, qui faisait donc un répertoire de potentialités de l'Afrique et de ressources naturelles. Pour vous dire que là, c'est une réalité, mais encore qu'il faut que les États acceptent de sous-traiter leur souveraineté économique. On ne leur demande pas de perdre leur souveraineté politique, leur souveraineté économique, parce que de toute façon, c'est cela. Et puis, de l'autre côté aussi, il faudrait que les Occidentaux commencent à comprendre qu'on ne peut pas continuer. Ça ne sert à rien de renforcer la SADC, de renforcer la CEDEAO et de renforcer la CEAC ou la CEMAC, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ont en face deux institutions qui ne sont pas au même niveau. Mais ils vont quand même remettre des fonds à cet endroit. Donc ceux-là aussi qui donnent les fonds peuvent amener ces institutions à se mettre à niveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parlons sur la question de la formation. Pourquoi ça ne marche pas? Mais nous sommes quand même en situation d'intelligence économique. Edmund Cole, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas suivi la transformation industrielle de la Chine. Mais il fera tout pour que l'Afrique ne se développe pas. Bon, il a oublié de faire le pari de la loi de la nature. Mais étant parti, d'autres vont suivre. Qu'est-ce que nous-mêmes, les Africains, ayant été informés de ça, qu'est-ce que nous faisons? Et particulièrement sur ça, sur le continent africain. On parle maintenant avant que je revienne vers vous, on parle maintenant d'une zone de libre-échange au niveau du continent.
qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est possible déjà? Et qu'est-ce que ça voudra dire? Est-ce que ça pourra permettre un peu à cet agenda d'industrialisation de voir le jour finalement? C'est un idéal. Une zone de libre-échange continentale, c'est libre accès sans droit de douane, sans contingentement de tous les produits de tous les pays, dans tous les pays du continent africain. Un idéal. Horizon 2017 fixé par l'Union africaine. Nous sommes en 2017. Bon, déjà au niveau, des sous-régions, il y a d'autres qui sont plus avancées que certaines. Dans le cadre de la sous-région Afrique centrale, il y a le bas blesse. Le bas blesse, on est censé être en zone de libre-échange en CEAC, mais on a encore vu qu'il y a un certain nombre de contraintes, de barrières tarifaires et non tarifaires surtout. Et même dans le cadre de la CEMAC, qui est censée être une union douanière qui a franchi l'étape de la zone de libre-échange, et qui est censée avoir réglé les problématiques liées à la zone de libre-échange, il y a encore des barrières non tarifaires, et même les barrières tarifaires, parce qu'il y a une méconnaissance, ou alors une volonté de méconnaissance, des textes qui sont pourtant appliqués au niveau communautaire. Parce que le problème, c'est que la zone de libre-échange, à proprement parler, il n'y a pas de fonds à investir dedans. C'est une question de volonté politique et peut-être de comprendre le bénéfice. Donc, il y a quand même un inconvénient. Un inconvénient, c'est qu'il y a une perte des recettes douanières pour les pays qui sont engagés. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à payer. Non, mais on peut par un mécanisme compensatoire. C'est-à-dire les pays, par exemple, sans façade maritime, ça se fait dans le cadre de la CEMAC, le cas du Tchad de la Centrafrique. Donc il y a une compensation, puisque normalement quand des marchandises arrivent sur un territoire douanier, déjà l'entrée, si on paie les droits de douane ici, ça doit circuler. Mais il y a encore des freins. Bon, maintenant, je vais te laisser effectivement t'exprimer. Moi, je pense que souvent, nos dirigeants vont vite en besoin. On a des problèmes qu'on n'a pas encore fini de régler, on passe à autre chose. Moi, je donne un exemple. On chante partout qu'on a des sous-sols riches, regorgés de matières premières. Je vous assure que dans nos universités, il n'y a même pas une chaire sur les matières premières. Il n'y a pas une chaire sur les matières premières. Moi, quand je suis arrivé en Centrafrique en 2000, j'ai nous sommes là à étudier les économies de l'Europe de l'Est, les économies des États-Unis, les économies de l'Europe. Mais ce qui constitue la base de nos économies, on n'apprend pas à nos enfants. Comment voulez-vous développer? On va demander à un monsieur qui est expert dans les ressources. Qu'est-ce qu'il manque? Alors, premièrement, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même rebondir, parce que vous avez parlé de la question du libre-échange. Le premier frein, c'est une utopie, parce que nos États restent encore fermés. Il faut me permettre, mon jeune. Je ne peux pas changer mon passeport tous les 3 mois. Alors que nous sommes dans une zone dite espace CEAC. Et nous sommes 2 fois ici à des conférences organisées par la CEAC. Il faut payer le visa, il faut prendre le visa. Commençons d'abord par régler la question de la libre circulation des personnes. Exactement. Une fois que cette question... C'est au programme de l'Union africaine. Mais non, avant même l'Union africaine, commençons déjà au niveau de notre sous-région. Une fois que cette question est réglée, on peut passer sur la question de libre-échange. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas continuer à se fermer. On ne pourra pas continuer à se fermer parce que... Et les ressources alors? Alors, et les ressources, et je suis d'avis avec eux. Moi, dans le domaine, parce que je suis président du réseau sous-régional pour l'économie verte, mais j'ai une ONG au Gabon, dans l'environnement. Et après avoir dénoncé les mauvais comportements au niveau de l'environnement, au niveau des industries, j'ai monté un projet qui m'a permis d'avoir un financement avec la Banque africaine de développement. Et de ce projet, j'ai compris que si je veux aider mon pays et si je veux aider l'Afrique centrale, il faut 2 choses. Il faut former les gars sur le management et il faut former les gars sur la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, grâce à ce projet, nous allons avoir une première cohorte en termes de recherche QHSE en partenariat avec l'Université du Québec à Montréal parce que ça a été acté dans l'accord de Londres. Et donc, ils vont se déplacer. Et je sais que d'ici 3 ans, 4 ans, nous allons avoir au moins 10 ou 20 cabinets qui pourront se créer. Et de l'autre côté, ils auront une vision sur le management et de l'autre côté, ils auront une vision
sur toute la récupération et toute la problématique environnementale. Et qu'est-ce qui manque? Il manque tout simplement que nous avons de la ressource. Mais imaginez-vous, je prends un exemple, aujourd'hui, vous avez des produits qui partent du Gabon pour le Nigeria. Hein? Pour ceux qui aiment bien la sauce graine, etc. Ça part du Gabon pour le Nigeria. Mais c'est une économie qui s'éparpille, puisque nous ne pouvons pas le quantifier. D'où l'intérêt d'avoir l'économie verte. Aujourd'hui, vous avez des produits qui peuvent partir du Centrafrique pour le Gabon, qui peuvent partir du Gabon pour le Rwanda. Vous avez de la transformation déjà qui se font au niveau des produits locaux. Mais comment peut-on expliquer qu'un industriel basé au Cameroun, qui est éventuellement dans le coton, et qui ne peut pas vendre sa production ou au Congo voisin ou au Gabon, parce que la question tarifaire se pose. Est-ce que cela, disons, décourage ceux qui auraient envie éventuellement de créer des entreprises à visée régionale? Bien évidemment, bien évidemment. Et c'est pour ça que dès l'entame de mon propos, je soulignais l'urgence de réformer nos CER, la communauté économique et régionale. Mais de l'autre côté aussi, nous avons, au niveau de l'instance financière qui est la COBAC, nous pensons aussi que là, il y a un grand travail à faire. Parce que les banques, elles sont, aujourd'hui, vous pouvez faire une analyse, il y a une disponibilité financière dans les banques. Mais la régulation de la région n'est plus adaptée à la nouvelle donne. Et là, nous avons besoin aussi que la CEA essaye d'accompagner cette réflexion. Parce que les paramètres édictés par la COBAC ne permettent pas d'avoir une économie fulgurante dans la région. On va donner la parole à la CEA tout de suite, mais j'aimerais que l'on parle d'un élément particulier. Quand on parle de l'agro-business, par exemple, l'agroalimentaire et le développement de l'industrie agroalimentaire, et éventuellement par les jeunes, il y a un certain nombre de produits qui sont fabriqués, mais est-ce qu'on a des normes finalement? En Europe, on a des normes, il y a fouille. Oui, mais... Est-ce qu'on a des normes environnementales, de qualité, qui permettent finalement de créer des produits mais qui sont viables? Malheureusement, une des faiblesses du marché de la région, c'est la question de la norme. Maintenant, si vous voulez transjuger à l'extérieur ou dans un marché européen, vous êtes obligé de vous adapter à cette norme. Mais sauf que de l'autre côté, il y a des exigences et des directives européennes. Et c'est là où il faut faire extrêmement attention. Et c'est là où nous avons besoin d'un travail très dynamique de nos différents parlements. Je vais vous donner un exemple. L'Afrique a décidé de transformer son économie et de se lancer dans l'industrie du palmier à huile. Pour ne citer que cet exemple concret. Vous avez donc, grâce au palmier à huile, on voit le nombre d'emplois. Mais il faut pouvoir concilier ce développement du palmier à huile, la protection de l'environnement, l'impact sanitaire, avec tout ce qui s'est dit. Mais traditionnellement, l'Africain a vécu avec le palmier à huile avant les indépendances. Exactement. Donc génétiquement, ça n'a aucun problème. Scientifiquement, certaines personnes essayent de montrer. Mais là aussi, nous sommes sur des situations d'intelligence économique. Vous allez avoir la guerre des pétroliers, le pétrole noir, vous allez avoir la guerre du soja et vous allez avoir la guerre du palmier à huile. Ce qu'on n'a pas suffisamment dit au monde entier, c'est qu'au niveau du palmier à huile, on récupère 3 fois plus que le pétrole qui va dans le bunker. Et je pense qu'il y a certains pays, notamment la Malaisie, l'Indonésie, qui ont capitalisé sur l'industrie du palmier à huile et qui ont réussi à le rendre un peu plus éco-durable, écologique, etc. Donc c'est possible. Bien évidemment, c'est possible, mais il faut légiférer. Et je vous dis, il y a quelques semaines, les États qui, eux, se sont lancés dans la diversification agro-industrielle par les plantations d'huile de palme. Il faut légiférer et il faut s'assurer que tous ces problèmes, par derrière, qu'on ne parle pas d'accaparement de terres, etc. Mais mieux encore, ce qu'il faut faire pour parler des produits, oui, au niveau de la transformation des produits. Là, on ne voit que sur le palmier. Mais le palmier, c'est plus de 300 produits. On peut faire des balais avec le palmier, on peut faire des meubles avec le palmier, on peut faire du savon avec du palmier. Ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'aujourd'hui, le palmier est rentré dans l'industrie pharmaceutique. Pour soigner les yeux, on peut faire dans du palmier. Alors, donc,
évitons d'aller en besoin. Donc, essayons de comprendre la problématique du palmier à huile et surtout de l'industrie. Mais c'est valable pour toutes les autres, pour toutes les autres. pour tous les autres secteurs. Moi, je vous dis, dans mon pays, par exemple, le Gabon, j'ai dénoncé l'industrie minière. Mais allez-y voir, dans une zone où des gens font aujourd'hui des cancers. Mais l'Europe a bénéficié parce que l'uranium de cette zone a servi d'abord à l'industrie militaire européenne. Exactement. Aujourd'hui, elle sert aujourd'hui à l'Europe. Mais en retour, qu'est-ce que nous avons eu? Qui se soucie de ça? Donc, quelle est la directive européenne qui est sortie sur la mauvaise utilisation de l'industrie européenne ou La française? question, je pense, c'est d'être conscient de nos ressources et de les protéger. Je pense que c'est un peu Un, l'objectif. c'est d'être conscient. Deux, c'est de les protéger. Trois, c'est d'avoir une meilleure gouvernance. Parce que si nous n'avons pas une meilleure gouvernance et si nous n'avons pas des États élus démocratiquement pour leur permettre d'avoir cette possibilité de discuter avec ceux qui sont en phase, ben on cherchera toujours à réduire, à passer plutôt, au lieu d'aller vers une économie de croissance, mais plutôt vers une économie de décroissance. Donc là, parce on parle on va vous de dire l'économie et de la politique, voilà, et de la politique économique. Je pense on va que revenir de ce sur côté-là... le cas du palmier à huile. Monsieur Moulombi fait un plaidoyer pour le palmier à huile, alors que non, je ne fais pas un plaidoyer de bouclier au Gabon sur les conditions de production, les dégâts que ça peut causer à la nature. Mais c'est pour ça que je dis que quand les États ont décidé, nous sommes une société civile, nous n'avons pas cette force, nous avons une force de proposition. Quand les États ont décidé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encadrer et accompagner. Et pour encadrer et accompagner, il faut avoir un pouvoir législatif fort, donc que nos parlementaires légifèrent là-dessus, et que de toutes les façons, nous voyons la transformation que cela apporte. Mais cette transformation doit tenir compte de la protection de l'environnement, de la protection des écosystèmes. Si et c'est là où je suis. Particulièrement Mais je ne suis pas, sur le palmier à je ne huile. suis pas un défenseur, mais je pense que si des pays ont réussi là-dessus, pourquoi on ne réussirait pas? Mais est-ce que nous avons suffisamment des outils? Est-ce que nous avons la maîtrise technologique, comme il le dit? Est-ce que nous avons les brevets? Est-ce que nous avons toute la législation? Mais je pense que la question c'est pourquoi est-ce que des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, où il y a la volonté politique, où peut-être les dirigeants voient les bénéfices? Il faut voir les conditions de production là-bas aussi. Hein. Parce que généralement on regarde le succès, les success stories, mais on ne regarde pas les conditions d'exploitation. Aujourd'hui, on est regardant sur les conditions de production, notamment en termes d'écosystème, encore d'impact, en termes de main-d'œuvre, on est regardant. C'est pour cela que moi je pense que, par exemple, ce que nous on a fait dans le cadre des produits qui sont labellisés indication géographique, on a essayé d'encadrer, c'est ça le mot qu'il a dit. On a essayé d'encadrer, de voir comment on produit, quel est le processus de production. Je prends le cas précis de Poivre de Pendia. Ils ont un processus de production qui est séculaire. Qui est donc breveté, hein, le poivre de Pendia. Oui, bien sûr, qui est labellisé. Ce processus de production est séculier. Qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé la filière, regroupé les producteurs. Ils ont décrit toute la procédure de production qui a été conçue dans un cahier de charge. Et ils doivent respecter. Et ce processus de production est respectueux de l'environnement. Hein? Ça a été co-signé et ils ont pris un engagement ferme de produire en respectant les ressources naturelles, en respectant l'environnement, tout et tout. Donc je crois que le mot fort, c'est l'encadrement. Parce que souvent, comme ils parlent de compte de gouvernance, on a des pays hyper fiscalistes qui ont des besoins de ressources. Quand on vient leur propose des choses, ils ne sont pas regardés sur les conditions. Exactement. Monsieur, toutes ces normes, tout cet encadrement-là, est-ce qu'il ne remet pas en question la nature même de l'indication géographique qui se base sur les savoir-faire traditionnels? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, puisque j'ai pris le cas par exemple de Poivre de Pendia. Je parle des procédures de production, c'est les paysans qui se sont réunis en groupement pour décrire comment ils produisent. J'ai dit c'est un processus séculier. Comment ils produisent en respectant la nature, les ressources. C'est eux-mêmes qui choisissent les pépinières. Mais est-ce que justement sur cet exemple-là et sur ces produits-là, comme le disait M. Mundung,
Est-ce qu'on n'a pas en fait une économie à deux vitesses, c'est-à-dire les paysans qui fabriquent depuis des années, qui fabriquent ces produits de manière traditionnelle, et de l'autre côté, on va dire des industries hyper technologiques, etc. Est-ce qu'il y a pas moins, est-ce qu'on a vraiment une même industrialisation, ou est-ce qu'on essaye de concilier les deux Non, on doit concilier les deux parce que les indications géographiques, comme je l'ai expliqué, on a vu, quand on parle de Champagne, le Blochon, c'est des indications géographiques qui ont enrichi des régions, qui ont enrichi des familles. Vous comprenez? Et c'est souvent des produits qui ont déjà des caractéristiques propres liées au lieu de production, qui ont une réputation, et qu'on va essayer de valoriser à travers les indications géographiques. C'est ce qu'on disait hier, c'est-à-dire amplifier l'existant. Voilà, on va amplifier. Ça a permis aujourd'hui aux producteurs, avant c'était 4 000 francs CFA le kilo d'or sur le marché, aujourd'hui c'est à 18 000 francs. En Europe, on avait accompagné les groupements au salon de l'agriculture en France, et quand à l'époque, le président sortant Hollande était passé au stand, qui a apprécié avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Donc je Vous pense comprenez? que oui. C'est un produit qui est connu. Donc on encadre le savoir-faire qui existe et il travaille dans le respect des méthodes de production séculaires qui existent. Je suis rassuré par l'approche qui est développée parce que j'ai eu le privilège de mener une enquête en 2011 sur l'efficacité de l'AGOA, la loi américaine sur les opportunités et la croissance en Afrique. Donc j'ai fait 5 pays de la sous-région avec un questionnaire, rencontrer des opérateurs économiques pour savoir dans quelle mesure ils bénéficient de l'AGOA. Le constat est effarant. Très peu en ont bénéficié. Libre accès, hors contingent, hors droit de douane. Aux États-Unis, personne n'est arrivé à profiter de cette aubaine-là parce qu'il y avait un problème de capacité, du respect des normes, des standards de qualité. Donc vraiment l'initiative de l'OAPI d'accompagner les opérateurs économiques et les encadrer pour qu'ils soient dans le respect des normes, je crois que c'est une initiative sanitaire. Je pense qu'il importe seulement de l'étendre davantage pour Et justement, au niveau des normes, bien sûr, comme vous nous l'avez dit, c'est crucial. Au niveau des normes, c'est crucial. Et là, on salue le travail qu'a fait sur l'économie verte la CEA. Nous allons alimenter un système. Et si nous avons la possibilité d'avoir des forats, comme en Afrique de l'Est, chaque année, on pourra donc demander aux États de venir faire une présentation d'état de lieu des sites industriels. Parfait. Et voir si l'industrie n'impacte pas sur la santé des populations ou sur les autres ressources. Parce que, et ça, on a commencé, notre attention a été attirée par quoi? On avait un accord de pêche, par exemple, avec l'Union européenne, et on s'est rendu compte que les produits de pêche en provenance de certains pays présentaient du sulfite. Mais parce qu'eux, en amont, ils ont une capacité d'analyse des produits. Et donc, à partir de cet instant, il vaut mieux que nous-mêmes, nous ayons des outils qui accompagnent. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'aujourd'hui, qui accompagne la production, ce qu'il faut éviter, c'est qu'aujourd'hui, comme nos États sont réfractaires à la société civile et qui ne mettent pas les moyens, que même les CER ne mettent pas les moyens et les États ne mettent pas les moyens sur des ONG, ben, vous avez en matière d'intelligence économique d'autres États du Nord ou d'autres organisations qui, eux, vont mettre les moyens chez ces ONG. Et dès qu'une industrie commence à prendre, sous le prisme de l'environnement, on va dire, attention, cette usine est en train de créer des maladies, etc. Mais scientifiquement, est-ce qu'il y a la donnée? Mais le mal sera fait, l'usine sera arrêtée. Et donc, il faut vraiment encourager. Et moi, le message fort que je passe aujourd'hui, il y a urgence que l'Afrique centrale revisite son cadre normatif et que l'Afrique en général, mais surtout que les CER, que les programmes de réforme soient effectifs, parce que sinon, on n'aura même pas accès aux différents fonds liés à l'environnement au niveau mondial. C'était donc le mot de la fin, Non, parce que... J'aime le mot de la fin. C'est important. Non, c'est important. Puisqu'on parle des produits africains, ce que je vais dire, c'est très important. Il faudrait que nos opérateurs puissent recourir aux effets de la propriété intellectuelle pour vendre leurs produits. Parce que je prends le cas d'une marque. Hier, la secrétaire exécutive, je crois, adjoint de
la CEAC et avait montré un sac. De la CEA, excusez-moi. C'est un sac qui est beau, mais il n'y a pas de marque. La marque permet de distinguer le produit parmi tant d'autres produits. Voilà. C'est aussi là où le bas blesse. Il faudrait absolument que, quand on recourt aux objets de la propriété intellectuelle pour distinguer nos produits sur le marché. Parfait. Et donc Voilà. ça, c'était le mot de la fin. Merci. Merci à vous tous. Merci à monsieur Mikez Moulombi. Merci à monsieur Jean-Baptiste Ouago. Et bien sûr à monsieur Itu Mondung. Merci, Noël. À vous les studios.